choses positives, etc. Mais alors, au-delà de ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, sur ce type de technique, on est sur la gestion du symptôme. C'est-à-dire, j'ai une forme de stress qui apparaît ou je pressens qu'une forme de stress va apparaître, donc je vais respirer, je vais me relaxer, je vais penser à des choses plus positives. On gère les conséquences du stress, en fait, quand on fait ça. Et il y a des manières complémentaires de prévenir le stress qui sont d'intervenir sur les causes du stress. Alors, c'est un travail qui est plus compliqué, qui est plus long, mais qui est au moins aussi puissant. Pour vous l'expliquer, je vous propose un rapide détour théorique sur finalement ce qu'est le stress et d'où il vient. En fait, le stress, c'est une réponse de l'organisme, du corps, qui résulte de la perception d'un écart entre, d'une part, les exigences de la situation, c'est-à-dire ma perception de ce que la situation me demande, et d'autre part, les ressources dont je dispose pour faire face à cette situation. Si je perçois des exigences extrêmement importantes à la situation, par exemple, je fais j'ai un test en centre de formation, j'ai raté tous les autres tests pour tous les autres centres de formation, et je considère que ce test-là, il faut que je le réussisse, c'est un peu une question de vie ou de mort pour moi. Donc, vous voyez, si je me mets dans cet état d'esprit, avant d'aborder le test en question, je me mets une énorme exigence. Et puis, dans le même temps, si avant cette fameuse journée de sélection en centre de formation, j'ai pas dormi, je me suis pas bien préparé, j'ai le sentiment d'être nul. Puis d'ailleurs, on me l'a dit: «Tu nul, comment ça se fait que tu es raté?» Peut-être quelqu'un de mal intentionné ou quelqu'un qui a une communication négative. Je vais avoir une perception de mes ressources qui va être très basse. Donc, exigence forte de la situation, perception des ressources basses, égale stress super important. Ce que je veux vous dire par ce détour théorique, c'est qu'il y a deux moyens fondamentaux de gérer le stress qui sont, quand le stress est trop élevé, bien sûr, d'une part de réduire les exigences de la situation, c'est-à-dire revoir à la baisse ma perception de l'importance et de l'urgence et de la difficulté de la situation. Ça, c'est le premier levier. Et puis le deuxième levier, c'est au contraire de jouer sur les ressources et de considérer de manière plus positive toutes les ressources que j'ai pour faire face à la situation en question. Plus concrètement, un exemple de levier que vous pouvez utiliser en tant que sportif ou avec un sportif pour réduire la perception des exigences. Eh bien, une technique clé, c'est une technique qu'on appelle la fixation d'objectifs. Ça consiste d'une part à repenser les objectifs que se fixe le sportif ou que se fixe le groupe d'ailleurs, hein, ça peut être fait au niveau collectif, pour se dire, OK, tu as des objectifs ambitieux, mais est-ce que tes objectifs, ils sont réalistes? Et si on reprend l'exemple de ce joueur de tennis, on peut les questionner après tout, ces objectifs qui se fixent. Être top 10, vraiment? Pourquoi top 10? Est-ce que c'est pas plutôt raisonnable de se fixer un objectif d'être top 20, top 30 ou d'atteindre le troisième tour du tournoi, et cetera? Donc, ou de devenir top 10 peut-être, mais pas à la fin de l'année, mais d'ici 2 ou 3 mois. Donc il y a tout un champ qui est autour du travail sur l'objectif de résultat que le sportif se donne. Au-delà de travailler sur l'objectif de résultat, il y a un autre levier qui est de définir des objectifs qu'on appelle des objectifs de moyens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on se fixe un objectif de résultat, on se fixe un objectif qu'on ne contrôle pas vraiment en fait. Ouais, parce que le résultat à un tournoi de tennis ou à une compétition de rugby, il va dépendre de moi, mais il va dépendre de la chance, de la météo, de l'adversaire, de l'arbitrage. Donc finalement, il est un peu anxiogène, l'objectif de résultat. Hein, parce qu'encore une fois, je n'ai pas vraiment tous les leviers en main. Donc d'où l'importance, hein, de se fixer ce qu'on appelle des objectifs de moyens, des choses que je peux contrôler. Donc peut-être que dans l'exemple de ce sportif, des objectifs de moyens, ça va être de se dire, je veux être top 10, il faut peut-être que je travaille sur mon hygiène de vie, que je revoie mon alimentation, que je travaille mon mental, que je me crée les fameuses routines dont on parlait tout à l'heure, que j'améliore mon deuxième service.
etc., etc. Donc des choses qui vont être plus rassurantes pour moi parce que finalement, beh, c'est moi qui ai les clés en main pour travailler ces objectifs-là. Je vous parlais donc de revoir les exigences de la situation et je vous disais, il y a un autre angle d'attaque, hein, pour faire baisser le niveau de stress, c'est d'améliorer la perception des ressources. Hein, vous vous rappelez de cette équation qu'on regardait tout à l'heure. Alors, une possibilité, hein, pour améliorer la perception de ces ressources, elle est assez simple en fait, c'est de se centrer sur ses forces. Hein, vous savez, on peut avoir tendance assez naturellement à voir plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, à voir ce qui ne va pas plutôt que ce qui marche. Et les sportifs peuvent être dans cette optique-là. Donc, ce qui peut être proposé à un rugbyman, une rugbywoman, avant un match important, un match où peut-être il y a du doute, il y a du stress, et c'est de faire le point sur ses talents, ce que la personne sait faire. Et dans l'exemple de notre joueur de tennis, mais peut-être que ce joueur-là, il a un jeu de volley qui est extraordinaire, il a une endurance qui est au-dessus du lot, il a une vitesse d'action qui est impressionnante, il a une détermination qui force l'admiration, mais peut-être que tout ça, il n'en est pas conscient. Donc le travail, ça peut être de faire prendre conscience de ses talents à la personne, de les lui faire verbaliser, de les lui faire écrire, et puis peut-être que quelques minutes avant le match, dans le vestiaire, il va pouvoir se les répéter, et ça va rentrer dans sa routine, ça va augmenter la perception de ses ressources, et ça va faire baisser le stress. Là, je vous parlais de se centrer sur les forces avant une compète, mais on peut aussi le faire après une compétition, hein, qu'elle se soit bien passée ou mal passée. Je voudrais citer un intervenant là, du diplôme de préparation mentale et de coaching à Dijon, qui intervient comme préparateur mental auprès d'une équipe de France, pas dans le rugby, mais dans un sport co. Et il nous a dit, écoutez, je me suis battu avec le staff technique pour que après match, dans les débriefs vidéo, on arrête de ne regarder que ce qui n'a pas été, mais qu'on regarde aussi tout ce qui a bien marché. Alors, il y a quelqu'un qui a réagi à ça en disant: «Ben, à quoi ça sert? Si on est là et qu'on passe du temps à regarder une vidéo, c'est pour bien voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ça ne sert à rien de se repasser en boucle ce qu'on fait déjà super». Ouais, mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller regarder ce qu'on fait déjà de bien? Ben, d'une part, c'est de l'ancrer, hein, peut-être en regardant la vidéo, je vais prendre je vais renforcer, prendre conscience que cette tactique, cette technique, elle marche et je vais être plus à même de la répéter une fois suivante. Mais surtout, ça va jouer sur mon niveau de confiance, de voir que, bah, j'ai super bien réussi tel geste et que ça a eu tel impact pour l'équipe. Voilà les quelques clés que je voulais, partager avec vous sur cette question du stress qui est évidemment beaucoup plus large que ça, et il y a plein d'autres techniques possibles. Je voudrais maintenant en venir à la deuxième partie de mon exposé de ma présentation sur l'accompagnement des entraîneurs. Donc là, on vient de parler des sportifs, on va parler des entraîneurs. Qu'est-ce qui fait la recette de la performance, en fait, d'un entraîneur? Si je peux la résumer de manière peut-être un peu caricaturale, c'est de dire que la performance d'un entraîneur, elle dépend de 2 choses. Elle dépend de ses motivations, de son niveau de motivation et puis d'autre part, elle dépend de son niveau de compétence. Alors, c'est vrai pour l'entraîneur, mais c'est vrai, en fait, pour n'importe quel type de métier, n'importe quel type de fonction. D'ailleurs, si vous avez l'occasion dans vos fonctions de recruter, hein, moi je vous conseille de passer du temps dans l'entretien à explorer ces deux aspects-là, motivation et compétence. Donc motivation, ben, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton ambition? Et puis compétence, ben, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça la compétence, hein, c'est des comportements qu'on maîtrise bien. Si on revient sur le métier d'entraîneur, en fait, il y a 2 types de compétences. Il y a des compétences techniques, bah, voilà, avoir des bases en préparation physique, comme, ce que Gaëtan nous a présenté tout à l'heure, des bases ou des connaissances de pointe. Savoir préparer un entraînement, savoir planifier une saison. Bon, OK. Alors, si on s'arrête à ces compétences techniques, je pense qu'on rate une dimension essentielle du métier d'entraîneur. Cette dimension essentielle, c'est que l'entraîneur, c'est un manager. C'est un manager, c'est un meneur de femmes, un meneur d'hommes, pas un manager
comme les autres, évidemment, comme les autres dans les organisations classiques, mais au cœur de sa fonction, il y a d'arriver à entraîner les autres vers un niveau de performance. Et s'il le fait bien, ou si elle le fait bien, elle peut contribuer à ce que le groupe surperforme. Et à contrario, il y a aussi malheureusement parfois des entraîneurs qui vont contribuer plutôt à démotiver le groupe, les personnes. Donc, d'où l'importance pour tout coach qui veut progresser dans sa pratique, dans sa profession, c'est de prendre de temps en temps du recul sur ce que moi j'appelle les soft skills, les compétences comportementales, les savoir-être, vous les appelez comme vous voulez, mais toutes ces compétences qui ne sont pas des compétences techniques et qui sont fondamentales pour faire réussir un sportif ou un groupe sportif. Alors, ces compétences, quelles sont-elles? Je vous propose un modèle, il y en a sans doute d'autres, mais c'est un modèle qui a été construit en partenariat avec des entraîneurs, avec plus de 50 entraîneurs de haut niveau, Club Pro, Pôle France, Pôle Espoir, et puis avec des experts en préparation mentale et en psychologie du sport. Un modèle en 8 compétences, donc vous avez les définitions de chacune, et vous voyez en fait qu'il y a des compétences qui sont plutôt de l'ordre du relationnel. Par exemple, apporter son soutien aux autres, travailler en équipe, décider, diriger, communiquer. On est dans la relation à l'autre. Il y a des compétences qui sont plutôt de l'ordre de la gestion de son énergie, se mobiliser. L'avant-dernière, là, c'est fixer des objectifs particulièrement ambitieux, etc. Là, on est dans le domaine de l'énergie, de l'action. Il y a des compétences plus émotionnelles, savoir gérer ses émotions, la dernière. Puis il y a des compétences plus intellectuelles, comme la première, analyser. Vous voyez qu'on a un panel assez large de compétences pour essayer d'appréhender les soft skills d'un entraîneur. Donc, je vous parlais de techniques, d'astuces que je voulais vous donner, et pour les entraîneurs qui nous écoutent, moi, ce que je voudrais leur conseiller de faire, que ce soit maintenant ou après le webinaire, c'est de prendre un petit temps de recul et de se dire, finalement, moi, euh, sur quelles compétences, quelles sont les 3 compétences pour lesquelles j'estime être très performant et sur lesquelles je vais pouvoir capitaliser et continuer à progresser, et puis peut-être quelle est la compétence où j'estime que je peux peut-être aller plus loin, faire mieux. Alors, les entraîneurs, là, vous pouvez faire ce travail tout seul, sur la base de cette slide que vous aurez dans la présentation, ou vous pouvez le faire de manière plus approfondie en complétant un questionnaire d'auto-évaluation de ce type-là, donc en répondant à des questions sur vous. Je véhicule beaucoup d'enthousiasme et de passion lorsque je m'exprime, je cherche en permanence à innover dans mes pratiques d'entraînement, etc., etc. Et sur la base d'un questionnaire de ce type-là, ça permet de générer un rapport qui va permettre de prendre du recul sur ses compétences. Je vais vous présenter les résultats d'un entraîneur professionnel. On n'est pas dans le rugby, là, on est dans le foot. Un entraîneur de Ligue 2 qui a passé ce questionnaire. Regardez les résultats qui apparaissent. Donc, vous reconnaissez les 8 compétences dont je parlais, et puis il y a des scores sur une échelle de 1 à 10. Regardez le score sur la compétence décider et diriger. Donc, c'est un score très, très fort. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que cet entraîneur, il a un style de management assez directif. Ça lui pose sans doute pas vraiment de cas de conscience de sélectionner. Il doit probablement savoir fixer des règles, savoir les faire respecter, savoir recadrer si besoin. La question, en revanche, qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ce coach, il est capable de partager finalement le pouvoir et de donner à d'autres des responsabilités, des marges de décision. On peut d'autant plus se poser cette question que vous regardez le résultat sur travail en équipe, le résultat, il est un petit peu en retrait. Voilà le travail d'analyse qu'on peut faire à partir d'un questionnaire comme celui-là. Il est possible d'aller encore plus loin, et alors là, on va vraiment rentrer dans le côté innovant. C'est des démarches qui existent encore très peu dans le sport, même dans le sport professionnel, un peu plus dans les pays anglo-saxons. Mais je vais vous présenter une démarche pour les entraîneurs qui est hyper enrichissante si vous avez envie de travailler sur ce type de compétences-là. Et cette démarche, ça s'appelle le 360 degrés. Donc, en quoi ça consiste, le 360 degrés? Ça consiste à s'auto-évaluer sur un questionnaire comme on a vu, mais aussi
à sonder votre entourage sportif, votre entourage professionnel sur vos compétences. Donc vous allez demander, comme vous voyez